La Grande Traversée des Alpes, le nouveau livre de Jean Hannequin. Soirée Guérin-Chamonix avec Jean, Mathieu Berlioz et Lorraine Berger-Afanasieff. Bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir Jean Hannequin. Et Mathieu Berlioz. Et Mathieu Berlioz. Mais Jean Hannequin, c'est un auteur qui vient pour son deuxième livre, déjà, La Grande Traversée des Alpes, à ski de randonnée. Donc le premier c'était à ski autour du monde. Que je vais vous montrer tout de suite. Celui-là. Et puis entre-temps, il y a eu le Covid. On s'est dit quand même que le monde était vaste, mais que les Alpes c'était pas mal. Hein. Ouais. Non Ouais, c'est un peu ça quand même. Ouais, on peut recentrer ça comme ça. Ouais. Mais je te laisse te présenter. Il y en a beaucoup qui te connaissent, mais quand même, on peut dire que tu es guide de haute montagne. Et bon, je m'appelle Jean Hannequin, je suis guide de haute montagne, mais je crois que je vais présenter aussi Mathieu Berlioz, parce que dans cette histoire qu'on va vous présenter ce soir, dans l'histoire dans laquelle on va vous immerger, on était deux guides qui avons créé cette histoire. C'est moi qui ai écrit, mais Mathieu est complètement partenaire dans cette histoire, parce qu'on a passé des heures et des heures à inventer tout ce tracé au fil des Alpes et à trouver le cheminement. Donc ça, c'était une partie de notre activité. L'autre partie, ça a été de gérer ce groupe qu'on a emmené tout au fil des montagnes. Et voilà, donc on est tous les deux guides de haute montagne. On vit dans la vallée, mais je pense qu'on se considère un peu plus comme guide de montagne du monde, parce qu'on a passé un peu une grande partie de notre carrière à tourner autour de la Terre. On va pas passer plus de temps à se présenter, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ce que je vous propose, c'est vous immerger dans cette traversée des Alpes à travers 5 regards. Lorraine, après, vous lira quelques textes pour comprendre un peu ce qu'on a vécu dans cette traversée. Mais moi, j'ai envie de vous montrer des photos à travers 5 regards. Des regards qui sont tournés sur l'histoire qui a créé cette traversée. Un regard qui est sur la neige, parce qu'on a passé 99,9% les pieds dans la neige le long de cette traversée. Sur les hébergements qu'on a rencontrés, qui nous ont émerveillés, certains qui nous ont un peu bouleversés, d'autres qui nous ont vraiment plu. Et puis, inévitablement, on ne peut pas parler d'un grand projet comme ça sans parler des difficultés, ce qui nous a fait parfois douter, ce qui nous a fait parfois peur, inquiéter. Et donc, on vous montrera quelques situations qui était un peu complexe. Et puis je crois que ce qui était surtout important dans cette grande traversée, c'est qu'on n'était pas que tous les deux, on était avec une équipe. Et cette équipe, elle s'est façonnée au fil des années. Pour resituer l'histoire du projet, c'est quand même un projet qui ne s'est pas déroulé sur une saison. Il y a des gens qui font la traversée des Alpes en une saison, qui mettent à peu près une centaine de journées pour faire la traversée des Alpes. Nous, on a pris l'option de faire une semaine par an. C'est-à-dire que chaque année, on partait d'un endroit, on allait à la fin du raid qu'on avait prévu sur 9 jours, et l'année suivante, on repartait de cet endroit-là pour continuer, quoi. Et en fait, cette histoire, elle a duré 14 ans. Et dans la carrière d'un guide, pour tous les deux, 14 ans, c'est une grosse tranche de vie, quoi. Et voilà. Donc, je vous propose tout de suite, on s'immerge dans les photos, on vous raconte les histoires, et puis après, on bascule un peu plus dans le livre, quoi. Tu veux que j'éteigne la lumière ? Ouais. Bon, les Alpes, c'est long, ça part de Nice et ça va, nous on a continué jusqu'à Vienne. Vous connaissez peut-être certaines personnes qui ont écrit, qui ont été jusqu'à Trieste. C'est aussi une belle arc autour de la Méditerranée. Nous on a considéré que c'était Vienne, notre bout. Et pourquoi c'était Vienne ? En fait, moi j'aime pas l'eau, donc l'idée ça a été de fuir la mer et d'aller jusqu'à Vienne pour écouter un opéra. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil là-dessus. Et en plus dans ça, vous découvrez, si vous lisez le livre, une belle personne qui faisait partie de l'équipe, qui s'appelle Jim, et qui est un passionné de musique, et qui nous a, tout au long de la traversée, parlé de ce qu'on pourrait écouter à Vienne, quoi. Plonger dans l'histoire de cette traversée des Alpes, on ne peut pas le faire sans parler d'une personne qui est quand même assez incroyable, c'est Léon Zwingenstein. Je ne suis pas sûr que certains le connaissent dans la salle, mais c'est quand même quelqu'un qui m'a marqué quand j'ai lu son livre, qui s'appelle Le Cheminot des Alpes, et qui est dans les années 30. Lui, il est parti de Grenoble, il était descendu à Nice en ski, et puis il est reparti, il a été jusqu'en Autriche à ski.
Et en fait, pourquoi je raconte cette histoire, c'est que cette traversée des Alpes, elle n'est pas qu'associée au ski. Elle est pas faite que... On l'a pas faite que pour faire des sommets. On l'a faite... en fait, c'est pas qu'on l'a faite, c'est qu'au fil du temps, où on passait dans des vallées ou des villages, on s'est aperçu qu'il y avait des histoires complètement improbables et incroyables. Et que, inévitablement, quand on a commencé à se dire, oui, c'est la traversée des Alpes qu'on va faire, on s'est intéressé à se dire qui l'avait déjà faite. Alors, bien sûr, on est tombé sur le récit de Walter Bonatti, qui est incroyable. Après, plus récemment, la belle histoire de Jean-René Minelli, qui lui l'a fait dans l'autre sens. Et puis on s'est intéressé à eux parce que qu'est-ce qu'ils avaient fait, par où ils étaient passés, pourquoi ils faisaient ça. Et inévitablement, à un moment donné, on arrive vers qui sont les premiers qui ont fait cette traversée. Et Léon Wittgenstein, il a fait un truc assez incroyable, quoi. Et puis pour la petite anecdote, quand lui, il est reparti de Nice et qu'il est remonté et qu'il est arrivé au col du Mont Genève, donc encore en France, à la frontière italo-française, il a rencontré un guide suisse, un lieu un peu improbable parce que c'est les années 30, qui lui a dit « Oula, mais tu es tout seul là sur la traversée, oula, mais la première crevasse en Suisse, elle sera pour toi, quoi. » Ça donnait un peu le ton de ce que pouvait être l'accueil en Suisse, quoi. Tu exagères. Cette traversée, nous, elle a été assez incroyable parce qu'on a croisé des villages qui étaient noyés sous la neige, qui étaient vraiment isolés, dans lesquels il y avait des gens qui vivaient. Et ça nous a marqué parce qu'on s'est dit, en fait, dans ce monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, qui est hyper connecté et autres, il y a encore des gens qui vivent au cœur des Alpes, comme je dirais, dans des villages, dans des pays très lointains, quoi. Et ça nous a particulièrement marqué, quoi. L'autre chose qui nous a marqué, c'est quand on a quitté la France, on est rentré en Suisse, on a chevauché un peu la frontière Suisse-Italie, le long du Valais, et puis on est rentré dans les Grisons. Et là, on rentre dans la Suisse centrale, où tout le monde parle un dialecte qui est le romanche, qui est un dialecte un peu compliqué. Et en regardant les cartes, il y a quelque chose qui nous marquait, c'est qu'on s'apercevait que les sommets, ils n'avaient vraiment pas du tout une connotation avec des noms connotation allemande. Ça se finissait pas par des horns ou des SCH, W, EI et ainsi de suite. Et c'était plutôt SCA, Shamana, Tuoy. Et moi je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire dans ces sommets? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Et en cherchant, en rentrant après le raid à ski, on a cherché pourquoi ces sommets s'appelaient ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des Espagnols qui étaient venus pendant la guerre des 30 ans au XVe siècle et qui a défendu les Grisons. Et qu'en remerciement envers ces Espagnols, ils ont nommé certains sommets avec des noms espagnols, quoi. Donc voilà, c'était un petit regard qui était assez intéressant de voir le long de cette traversée des Alpes. Une cérémonie aussi dans un village où les enfants fêtent l'arrivée du printemps, tous déguisés en bleu et en rouge avec des cloches. Et puis là, on passe sur un endroit où il y a... Alors, est-ce que c'est un mythe ou une légende? On ne sait pas trop. En fait, l'un s'associe à l'autre. La légende, c'est lié à l'histoire. Le mythe est souvent associé à quelque chose de culturel et voire religieux. On bascule sur ce col et sur nos cartes, il y a marqué c'est un glacier. Mais en fait, il n'y a plus de glacier là où on est. Et en lisant un peu l'histoire de cette région, on s'aperçoit qu'il y a une légende qui dit que à cet endroit-là, c'était des alpages avec des bergers qui élevaient des porcins et qui se moquaient des paysans qui travaillaient dur dans le bas de la vallée parce que l'élevage de leurs porcins en alpage, ça fonctionnait bien et ils pouvaient passer leur temps à se faire dorer le ventre au soleil, quoi. Et que Dieu, la légende dit que Dieu, étant un peu vexé de cette situation, leur a envoyé un ange et que l'ange, le premier ange est arrivé dans ce lieu et a dit alors en fait il s'est présenté comme une pauvre personne et en réclamant de la nourriture auprès de ses bergers, les bergers les ont envoyés, le deuxième ange pareil, le troisième ange pareil, et
Et Dieu s'est vexé et a fait un énorme bouleversement de la terre sur place. Et il y a un glacier qui s'est formé après, quoi. Ça, c'est la légende. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'à l'heure actuelle, la légende, le glacier n'existe plus. Donc, on peut se demander si les gens qui habitent localement se sont réconciliés avec Dieu. Ils ont inversé où, en fait? Alors ça, on est au cœur des Grisons. On est vers le refuge Kesch. Les Grisons, c'est vers Davos. On est entre la Bernina et c'est vraiment le cœur de la Suisse centrale. On est presque encore une étape et on arrive en Autriche, quoi. Mamad, ça te rappelle quelque chose cette photo? Et on ne pouvait pas parler de la grande traversée des Alpes sans parler de la neige. La neige, elle a été très belle. On a fait des très très belles journées. Et puis il y a des journées, on a fait des journées plus compliquées. Alors c'est vrai que cette photo, elle est jolie. On est au cœur de l'Autriche. Et puis là, on est parti sur l'étape peut-être la plus longue qu'on ait vécue dans cette traversée des Alpes. On a dû partir à 6h du matin le matin et on est arrivé à 21h le soir. On avait fait 32 km et 3200 mètres de dénivelé positif. Et puis on traçait dans de la grosse neige. Enfin, c'est surtout Mamad qui traçait. Parce que moi je suis derrière, c'est moi qui fais la photo. donc j'ai juste à suivre, quoi. Ce qui était marrant ce jour-là, c'est que on traçait vraiment, on avait vraiment de la neige à mi-cuisse. Donc en fait, vu que les clients on les connaît bien, on met un timer. Et puis chacun passe devant à tout pour se fatiguer tous un peu, quoi. Parce qu'autrement nous on ne tiendrait pas. Et puis là, on voit il y a déjà un peu des nuages et là on voyait le mauvais temps qui commençait à rentrer. Et en fait, on ne savait pas si le premier col qu'on avait envisagé de passer, allait passer ou pas. Il fallait qu'on soit devant pour voir si ça passe. Et à un moment il a fallu mettre un peu le turbo, quoi, parce qu'il fallait qu'on arrive là-bas avant le mauvais temps. Et en fait on a passé le col et juste là c'est rentré du mauvais. Heureusement qu'on avait passé le col, autrement on aurait dû faire demi-tour. Enfin voilà, ça aurait été une sacrée contrainte. Et on avait trouvé un petit abri dans un refuge. Et on s'est dit, quand on est arrivé au refuge, on s'est dit c'est bon, au pire on va pouvoir dormir là, bivouaquer, se débrouiller. Puis en fait il n'y avait vraiment rien, il y avait juste une toute petite salle. On n'avait même pas réussi à rentrer, non. On avait fait toutes les portes, les fenêtres, on n'a même pas réussi à rentrer. Et là on s'est dit, il faut qu'on se taille dans la vallée. Et on est arrivé de nuit à l'hôtel qu'on avait réservé. Mais avec le sourire, parce que du coup on a fait une superbe étape, une super journée. Il y a eu des belles journées. Hein. Mais il n'y a pas eu que de la poudre. Hein. La neige, c'est quand même ce qui nous porte tout au long et celle qui nous exalte, celle qui nous fait ravie. C'est vrai que quand on a de la neige comme la photo d'avant, les deux photos d'avant, c'est du bonheur littéral. Puis il y a des neiges qui nous inquiètent, il y a des neiges qui nous font peur, il y a des neiges qui nous font douter. On n'a aucune étape où on a vraiment renoncé, aucune étape où on a été obligé d'annuler. C'est assez extraordinaire et chanceux. Je ne dirais pas que c'est lié à notre qualité de guide, c'est simplement qu'on a réussi à être au bon moment et dans les bonnes conditions. Et puis il y a aussi ces neiges qu'on a eues l'année dernière, c'est des neiges on dirait presque une mer, hein, ça fait des vagues, des neiges qui étaient sableuses, qui donnaient une lumière assez belle, assez prenante, des neiges très stables, où il n'y avait pas de risque, mais par contre qui glissaient pas. Des neiges où on était ancré dessus, quoi. Et qui était absente dans les vallées. C'était le coup de Sirocco. C'était le Sirocco de l'année dernière. Voilà. On ne peut pas parler de grande traversée des Alpes sans parler des hébergements qu'on a vécus, qu'on a rencontrés. On a traversé des auberges qui étaient très belles. Je pense à celle-là, particulièrement en Autriche. On a des auberges où il n'y a quasiment personne de l'hiver, et puis on pousse la porte, on a l'impression de rentrer dans une menuiserie, tellement les meubles, l'ambiance est très feutrée, très agréable, quoi. Et en plus elles sont tenues par des guides, notamment celle-ci, c'était un vieux guide qui la tenait. Donc c'est vrai que c'est tout de suite un rapport, une communication qui est agréable avec les tenanciers. Voilà, j'ai tenu à vous mettre la photo parce que c'est pas que pousser sur les bâtons, c'est pas que transpirer, c'est souvent le ski de rando, hein,
On imagine ça comme quelque chose où on est tout le temps sale, on se lave pas, on souffre, on a voilà, bon, il y a des situations un peu plus avec des hébergements un peu plus rigolos. Puis la Porsche, on monte toujours le plus haut possible avec la Porsche. Voilà. Après, c'est celle de Mathieu. On la laisse. En fait, ça c'est là on est vraiment à la frontière de l'Autriche. Et c'est vrai que ces villages, toutes ces sortes de graffitis anciens sur les murs, ça a été vraiment très beau. Et c'est vrai que parcourir toute l'arc alpin en partant de Nice, où on est vraiment dans une architecture des Alpes du Sud, avec les mélèzes, cette ambiance-là, et puis on va chevaucher au fil des vallées et traverser ces villages et voir l'architecture qui se modifie. Et voir même une architecture des fois assez surprenante parce qu'on se retrouve avec des clochers, avec des coupoles presque comme des mosquées turques et c'est beau. Puis après en rentrant on se dit mais pourquoi il y a ça? Et c'est vrai que s'interpeller pourquoi il y avait cette architecture dans ces vallées, c'était assez intéressant, quoi. Il y a eu des pièges dans cette traversée. Il y a eu des situations cocasses. L'une ça a été... Il y en a eu plein en fait. Il faudra les lire dans le livre. On a, je dirais pas une à chaque étape. Une étape c'est un raid. Il n'y en a pas eu, mais presque quasiment une à chaque étape. Là on est autour du Viso. On a des refuges non gardés et dans lesquels on a transporté notre nourriture. On n'en avait pas beaucoup donc on s'est rationné. Et puis on finit le tour du Viso et on passe dans un refuge à midi qui est gardé et qui va nous faire à manger à midi et qui nous dit non mais vous n'allez pas tout simplement descendre du refuge l'après-midi pour rejoindre le bas de la vallée, profitez-en, passez côté italien et puis vous rejoindrez la vallée où vous avez prévu de finir en repassant un dernier col. Puis on va se perdre, on va se tromper de col. Et on va finir à point d'heure parce que Mamat il est très joueur. Il y a Rémi qui est aussi un participant qui est très joueur. Puis comme ils sont joueurs, moi je l'ai suivi. Et puis en fait on suivait un fond de vallée, on a passé un col, on a suivi un fond de vallée. Et le gardien qui nous avait indiqué cet itinéraire nous a dit vous descendez dans le fond de la vallée et puis au premier chalet vous remontez sur le col qui est à gauche. Et en fait, en arrivant dans le fond de la vallée, il y avait des pistes de ski de fond. Et tout le monde est parti à fond les manettes avec nos skis de rando, mais en mode ski de fond. Et puis on est passé à côté du chalet, on l'a pas vu. Puis arrivé au bout, on s'est dit c'est bien à gauche, c'est bien à gauche. Et voilà, et les heures ont tourné, et on s'est retrouvés de nuit, tendus dans des pentes. On a fini par arriver à ce fameux gîte de La Monta. Qui fermait 2 jours après et du coup on lui a vidé ses stocks. À chaque fois qu'elle revenait, vous avez encore faim. On fait ouais, fais des pâtes. Ok, elle faisait un gros plat de pâtes. On le finissait. Putain, on a encore faim là. Bon je finis le riz. Elle a tout fini. Elle a tout mangé. Un des deuxièmes pièges sur lequel là on a renoncé. On a été obligé de faire le tour de la montagne par un autre endroit. C'était en Autriche et on espérait faire le tour d'un sommet qui s'appelle le Grand Pilastro. Et voilà. Et en fait, on se rend bien compte que c'est Mathieu. On va remonter cette gorge, et puis elle est très très belle, et puis voilà, on se retrouve face à une cascade de glace. On n'a pas vraiment le matériel ni vu le nombre qu'on est. Et puis il ne faut pas qu'on reste trop longtemps dans cette gorge parce qu'on se rend bien compte que vous voyez toutes les coulées qu'il y a là et dès que ça va chauffer, on va se retrouver dans une souricière. On avait pris l'option de passer dans la gorge justement pour éviter ces grandes pentes en se disant que la neige elle n'est pas suffisamment stable pour qu'on passe dans ces grandes pentes. La seule option c'est de passer dans la gorge hyper tôt avant que ça chauffe et avant que ça coule, quoi. Et bon, du coup on a dû relancer avant. Voilà, il y a d'autres histoires. Je pense à l'histoire d'un couloir qu'on a fait à l'Archebock qui s'appelle le couloir Doudou. Je ne veux pas vous la raconter là parce qu'elle serait trop longue, mais je vous inviterai un jour lisez-la, vous verrez, vous découvrirez un peu ce que c'est la vie de raid à ski, parce que la vie d'un raid à ski c'est en beaucoup de temps, on skie peut-être 5, 6, 7 heures par jour, hormis les grandes étapes
dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est aussi beaucoup de temps dans les refuges. Ça, c'est un refuge qui nous a marqué. C'est un refuge qui est au cœur des écrins. Tu te rappelles, Mamat? Ouais. Surtout avec le poil qui est derrière. Ouais, en fait, ouais. Jean avait eu la gardienne, je peux tout dire. Oh, bah oui. Ouais. Jean avait eu la gardienne au téléphone et elle lui a dit ouais, mais allez-y, il y a tout ce qu'il faut dans le refuge. Bon, super. Donc on prenait juste de la bouffe et puis on s'était dit bah ok, on aura de quoi se chauffer, de quoi faire à manger, tout. Et puis on arrive dans le refuge, on rentre dans le refuge, rien. Le refuge vide, complet. Et là on se dit putain merde, là on n'avait pas de gamelle, on n'avait pas de feu, bon, on pouvait pas faire à manger, on pouvait pas faire d'eau, donc pas s'hydrater. C'est dit putain là, ça va être la galère. Et puis en fait dans le refuge il y avait un gros rideau de fer qui fermait la cuisine. Donc quand on arrive dans un refuge comme ça, on essaye d'ouvrir tout quoi. Donc, on avait fait toutes les portes, tout était fermé. Puis là on arrive au rideau de fer, oh putain le rideau de fer il s'ouvre. On ouvre le rideau de fer. Donc là bien sûr on a accès à tout, c'est génial, on passe une super soirée, avec des bières, avec tout. Avec le poêle qu'on avait remonté parce qu'il faisait un peu frais, puis il avait démonté le poêle, donc on s'est dit allez on le remonte le poêle. C'est vite fait, il faut juste raccorder 2-3 tuyaux. Moi j'étais pas d'accord. Moi ils m'ont fait peur parce que J'ai l'éjectoire et puis feu quoi. je connaissais bien le papa de la gardienne, qui est un bon copain, et je me suis dit s'il découvre qu'on a tout remonté le poêle, ça va être relationnellement ça va être compliqué. Mais il y avait Alex aussi. Et en fait, ils ont tout remonté le lendemain et je pense qu'elle a jamais découvert que le poêle rendu compte qu'il avait que le poêle il avait été remonté pendant la nuit quoi. Jusqu'à ce qu'elle voit les photos dans le livre. Oui, elle va le savoir là. Bon, il y a des heures de pelletage pour ouvrir les refuges parfois. Parfois il fait froid dans les dortoirs donc on s'installe carrément dans la salle commune. Et puis ce refuge-là, il est particulier et c'est un tout petit abri qui est près du Rheinwaldhorn. Pourquoi j'ai voulu le mettre? Parce que en fait, cette traversée des Alpes, il y a un itinéraire qu'on inventait chaque année. On essayait de trouver les passages où on avait envie de passer. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'avait aucune contrainte de temps. C'est-à-dire que quand on est parti dans cette traversée des Alpes, on ne s'est pas dit on va la faire en 3, 5 ou 10 ans. On s'est dit avançons chaque année, et chaque année avec Mathieu on se mettait sur les cartes et on disait mais où c'est qu'on a envie d'aller, donc on essayait de fixer un peu le point d'arrivée et puis d'inventer le trajet tout au long de la semaine en disant mais il y a ce sommet là ou peut-être ce village là qu'on a envie de découvrir et donc on faisait le tracé et inévitablement à des moments il fallait trouver des hébergements pour aller faire tel ou tel sommet et là il y avait un sommet qui nous intéressait qui était le Sureta Horn. Et pour y aller, on ne pouvait pas y aller depuis la vallée directement au sommet et enchaîner sur la descente de l'autre côté dans la journée. Donc il fallait trouver un endroit où dormir. Et donc sur la carte, on a trouvé ce petit abri. Et ce petit abri, il est génial. Il y a même un panneau solaire qui éclaire pas du tout. Il est là juste pour la décoration. Mais il n'y a que 9 places dedans. Et nous, on était 14. 13. Et donc, il a fallu se serrer. Voilà, donc c'était un peu Tetris, mais pour dormir comme ça, c'était pas vraiment agréable. Donc en fait, comme il faisait grand beau, pas trop froid, il y en a quand même 4 qui ont décidé de dormir dans un igloo. C'était pas forcément, ça s'est super bien passé, sauf pour une personne qui a fait une crise de claustrophobie. C'est bon. Mais c'était pas une envie. Souvent les gens, on voit dans des programmes qui disent on va faire une nuit en igloo. Non, nous c'était pas le but de les faire une nuit en igloo. Simplement le projet fait que ça passait par là et il fallait trouver une manière de pouvoir dormir dans cet endroit-là, quoi. Voilà. Et toutes ces ambiances, toutes ces difficultés, moi je sais que j'oppose pas rusticité et confort. On peut retrouver du confort dans quelque chose qui est rustique. Et c'est vrai quand on se retrouve dans une cabane tout serré, ou même dans cet igloo, on n'a pas de duvet, on a pris les doudounes de tout le monde, on a pris les couvertures, et puis on a étalé les sacs à dos, il n'y a pas de matelas. Donc voilà, et je pense qu'on a tous les 4 qui étions dans cet igloo, on a tous un souvenir extraordinaire. Et je pense que cette notion-là de confort dans la rusticité, c'est aussi parce que d'un coup, il y a de l'entraide, il y a de l'envie d'être ensemble,
Et je crois que c'est l'histoire de cette traversée, quoi. Voilà, une grosse partie de l'équipe qui est là. C'est violent. Vous n'avez pas rencontré beaucoup de groupes, on a l'impression souvent que vous êtes un peu tout seul dans la pampa. Et je ne veux pas dire qu'on n'a jamais trouvé de personne. Il y a des lieux emblématiques qu'on a croisés. Après, si vous lisez le livre, vous verrez pourquoi on a croisé peu de personnes. En fait, il y a eu un choix avec Mathieu. À des moments donnés, on s'est dit, nous, ce qu'on aime, c'est la montagne sauvage, c'est la montagne où on n'est pas tous empilés les uns sur les autres dans les refuges. Et donc, on a fait le choix délibéré, à des moments donnés, de partir hors saison d'ouverture des refuges. Je pense en particulier sur un endroit qui est très fréquenté, c'est ce qui est le Chamonix-Zermatt, où on passait inévitablement sur des glaciers, sur des refuges qui sont très fréquentés au printemps. Et on a fait le choix d'y aller au mois de février, où il n'y avait personne, quoi. Et puis après, les Alpes, c'est pas une seule chaîne de montagnes. Je pense que si on lit l'histoire de ceux qui ont fait la traversée des Alpes, il y a plein d'itinéraires différents. Et en fait, en fonction de là où tu choisis, là où tu penses passer sur tel ou tel sommet, tu peux être dans quelque chose de très fréquenté ou pas du tout, quoi. Je vais dire juste un petit peu au début, parce que tu t'es présenté succinctement, mais l'équipe est un peu faite de briques et de brocs pour ce raid. Loïc et ses copains nous accompagnent jusqu'à Isola 2000, Olivier nous rejoint au gîte de Boréon et termine le raid avec Virginie et moi. Une drôle d'équipe qui apprend à se connaître, mais qui fonctionne. Mon père est aussi de la partie. Je n'ose pas le lui dire, car nous parlons peu, mais je suis super content qu'il soit là. C'est lui qui m'a tout appris sur la montagne. Nous avons fait tellement de courses ensemble quand j'étais adolescent. En y repensant, c'est avec lui que j'ai fait presque l'intégralité des courses que j'ai inscrites pour me présenter au probatoire du diplôme de guide de haute montagne. Quand j'étais petit, dans notre famille, nous n'étions pas skieurs. Gaune de Lyon, petit-fils de Soyeux, mais surtout fils d'un passionné d'alpinisme, j'ai passé mon temps entre les blocs de Piffroy dans les monts du Lyonnais et le Val Ferret italien où nous campions l'été. À l'automne et au printemps, nous arpentions les parois du Vercors. Quand arrivait la saison du gel des cascades, nous sortions nos piolets pour venir à la Grave. En été, les sommets du versant sud du massif du Mont Blanc attisaient notre convoitise. Mais c'est à cette époque que le raid à ski ne nous intéressait pas du tout. Nous skions, mais sans désir d'itinérance. Ce n'est que plus tard, devenu guide, que j'ai découvert que le ski est un merveilleux moyen de s'immerger longtemps en montagne. C'était aussi des possibilités pour découvrir et arpenter les endroits les plus sauvages des montagnes en hiver. Quand la neige recouvre tout, qu'elle éloigne les moyens d'accès et de communication, on retrouve l'engagement et la solitude comme dans une grande face. Ces dernières années, la vie m'a éloigné des projets partagés avec mon père. J'ai un vrai regret de ne pas avoir continué à grimper avec lui aussi souvent. La passion du métier de guide, le goût des voyages, les ascensions en haute altitude, mais aussi ma vie de famille, m'ont lancé dans une course folle pendant ces 15 dernières années. L'âge de mon père avançant, il était temps de passer ensemble encore une semaine en montagne. Mais oui. Et le groupe, il est composé d'amis ou de clients? C'est que des clients. Après, pour un guide, c'est compliqué de différencier amis, clients. C'est des gens qui me rémunèrent, qui nous rémunèrent. On gagne notre vie à emmener des gens en montagne. Après... C'est pas forcément ma question, en fait c'est le niveau de ski, je trouve qu'il est très bon, donc c'est pour ça que... Tout le monde skie bien maintenant. Mais en fait, on comprend que de la bonne neige, nous, donc en fait c'est pour ça. Non, il n'y a pas des gens... je pense qu'il faut aimer être en montagne, c'est clair qu'il faut avoir une forme physique. Après le niveau de ski, on n'a pas forcément... On a des gens qui ne sont pas des grands skieurs dans l'équipe, par exemple. Des belles courses. Ouais. Non, il y a quand même une performance dans le... Mais par contre, physiquement... Mais excuse-moi. Ouais. Non. Après, il y en a qui ont vachement progressé, en fait. Vous imaginez, ça fait 14 ans qu'on est sur cette traversée. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont arrivés avec un certain niveau. Et puis, qui ont vu que pour arriver à suivre, il fallait qu'ils progressent, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça a tiré vers le haut le niveau de tout le monde et ça motivait tout le monde de skier comme ça. Et après, ces clients, c'est devenu des amis.
forcément. Et comme beaucoup de clients, en fait, c'est dur voilà, ça reste des gens qui nous payent, qui nous font vivre, mais c'est vrai qu'il y a une complicité, et surtout pendant ce temps-là, 14 ans, et puis on vit des choses, on vit des moments forts, ils nous confient quelque part leur vie, parce que s'il y a le moindre problème, mais nous aussi, c'est réciproque, donc forcément il y a des liens hyper forts qui se tissent, quoi, avec toutes ces personnes, quoi. Je crois qu'il y a un texte de Loïc qui image bien. Lui, il attend chaque année. Loïc, c'est un des participants, c'est un des qui était le premier à la première étape, et qui exprime que lui, il attend chaque année ce raid. C'est un moment qui est identifié dans son année, et il l'attend avec impatience. Parce que c'est un moment fort. Voilà. Le reste du groupe, il les voit peut-être pas pendant l'année, quasiment pas, mais c'est ce rendez-vous annuel qui est fixé et qu'il attend avec impatience, quoi. Et en fait, il faut se mettre c'est important pour moi de se mettre un cadre dans lequel on a envie d'évoluer. Et un cadre, je parle pas d'éthique, parce que qu'est-ce que c'est vraiment l'éthique par rapport à un projet comme ça. Mais par contre, le cadre, pour moi, il était important, c'est d'avoir une continuité. C'était pas forcément de picorer ce qu'il y a de meilleur à un moment donné, c'est-à-dire voilà, on a posé du 8 au 15 mars, on va faire la traversée des Alpes, et on choisira là où c'est le meilleur. Non, c'était pas notre état d'esprit, c'est-à-dire on a prévu de continuer et on avance et on subit les conditions comme elles sont à ce moment-là, quoi. Il y a eu des moments cocasses, hein. Moi je me rappelle quand justement on était sur cette traversée entre Chamonix et Zermatt. Enfin, c'était pas tout à fait Zermatt, parce qu'on est parti de Aoste et on a été jusqu'au Simplon. Et en fait, ils annonçaient gros mauvais temps. Et là, j'ai appelé Yann Gisenbanner, qui est un météorologue de Chamonix, d'ailleurs qui a fait un livre chez Vérin, et qui m'a dit, mais non, a priori, tu vas être entre la confluence entre les deux perturbations, et la pression sera très très basse, mais en fait, tu ne seras pas dans le gros mauvais temps. Et ça a fonctionné. Et c'est vrai qu'on a réussi à se faufiler et à jouer avec la météo, mais on a toujours avancé, et pas forcément en picorant. Ouais. Tu as suivi la ligne. Ouais. Mais tu as fait des sommets par contre. Ouais, pas tous, il y a des sommets, T'as pas fait que des cols de col en col. Non. Ouais, c'était pas qu'une traversée, c'était aussi un peu sur les cimes. En fait, on est vraiment là, durant tous les mini-raids, tous les raids, le but c'est de se faire plaisir. Donc oui, c'est d'enchaîner des sommets, c'est de se faire des bonnes descentes. Il y a des descentes, on arrive en bas, comme là la photo que vous avez vue tout à l'heure. Là, on se regarde, on y retourne. Ouais, ok, on allège les sacs et on remonte. Et on refait la descente parce qu'on est là pour skier, on est là pour se faire plaisir, quoi. Et puis après, oui, agrémenter de sommets, parce que dès qu'on va à un sommet, c'est quand même plus sympa que de passer que au col, alors qu'on a un sommet qui nous tend les mains, les bras. Et donc voilà, à chaque fois, on essaye d'agrémenter, de se faire plaisir, quoi. Et c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir tout enchaîner aussi, parce que tout le temps, les conditions ont été là et nous ont permis de repartir de là où on s'était arrêté, quoi. Donc à chaque fois, on s'arrête à un endroit, et le but, c'est l'année d'après, on se retrouve dans la même auberge, dans le même hôtel que là où on s'est arrêté. Et puis on repart le matin tous ensemble, quoi. Et puis Jean, il est tellement généreux qu'il laisse écrire, je veux dire, c'est tes clients amis maintenant, enfin je sais plus comment tu dis, tes compagnons de route. Ouais, c'est bien. Hein? Donc il y en a pas mal qui ont écrit des petits textes dans le bouquin, et là je vais vous le lire. Donc Nathalie Martinez. Donc, montagne, itinérance, engagement, groupe, aventure. En 5 mots, le décor est posé pour ma première immersion, mon intronisation, devrais-je dire, au sein de la GTA, donc la grande traversée des Alpes. Pour cette première, j'ai une inconnue, le groupe. Par les hasards de la vie, Loïc, que je connais juste un peu, me permet d'entrer dans ce cercle. Dis Loïc, tu fais un raid cet hiver ? Oui, je peux venir, bien sûr. Je crois qu'il reste de la place, je t'envoie le lien. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai l'habitude depuis une vingtaine d'années de partir avec des copains. On ne parle ni de place ni de lien. Ok, clic, lien, site de Jean Hannequin. J'envoie un mail poli, j'ai un coup de fil en retour. Une belle voix grave. Jean se renseigne sur mes courses. Aïe, je mémorise mal les noms des lieux, ça ne fait pas sérieux, mais le courant passe. Je viens. Une matinée suisse, fraîche et ensoleillée. Bonjour timide. J'observe des sourires, des yeux rieurs, des teints qui vont brunir. Ils se connaissent tous et se retrouvent. La GTA, elle les soude depuis une dizaine d'années. Le lendemain matin, premier départ, ski au pied. Il pluie, neige. Tous ont leur veste Gore-Tex. J'ai mis ma petite doudoune. Virginie étonnée se tourne vers moi. Tu mets ta doudoune ?
Étonné par la question, je réponds sous le sceau de l'évidence. Bah oui, et garde en suspension dans ma tête des points d'interrogation muets. Pas pour longtemps. Quelques pas glissés, puis j'entends. Pourquoi tu mets ta doudoune? Bah, on a tous des Gore-Tex, tu mets ta Gore-Tex? Non mais ça va pas. Ce soir, refuge non gardé, tu vas être mouillé, ça va pas sécher. Tout le monde met sa Gore-Tex, tu mets ta Gore-Tex. La voix grave de Jean s'est muée en feulement rauque. Tout doux, bijou, je vais la mettre, ma Gore-Tex. Élan général stoppé par Père Dieu braqué sur moi et grommellement intérieur. La semaine risque d'être longue avec le guidos sur mes talons. En fait, je signe là mon entrée dans le groupe. Avant, je sortais avec des copains avertis, on était vigilants, on se tirait la bourre, on était libre, mais empêtrés parfois dans les enjeux d'amitié, d'amour ou d'ego qui affectaient le lead. Là, je sors avec un guide et le contrat est clair. Il nous oriente, nous stimule, nous enseigne, nous fait progresser. On sommes une dizaine de personnes sous sa responsabilité professionnelle. L'amitié, quand elle se déploie, vient dans un second temps. Il est aux aguets tout le temps, toujours un œil sur la montagne, la neige, le ciel, le groupe, lui et chacun d'entre nous. Il veille à l'homogénéité du groupe, à notre mobilisation dans l'effort. Il nous fait faire corps. Le groupe de la GTA a une façon d'être ensemble que j'apprends à déchiffrer et que j'adopte. Elle se traduit de multiples manières. Nous équiper ressemble à une chorégraphie bien huilée. Chacun est attentif à l'autre en cas de passage dur. Les tâches se répartissent naturellement à l'arrivée au refuge. Nous progressons physiquement, techniquement, humainement. De nouveaux champs de liberté s'ouvrent à nous. Dans cette magnifique nature d'altitude rendue à notre animalité, on se renifle, on grogne, on se congratule. Petit à petit, nous approvoisons. Oh là là, je sais plus lire. Nous nous rencontrons chaque année. J'approfondis un peu plus ma relation avec le groupe et j'accueille ce que l'on vit ensemble. Cette année en Autriche, j'ai eu droit à une belle engueulade. Il a du coffre, le guide. Le vent a porté les mots et la tension a disparu dans le mauvais temps. Quand tu gueules, je ressens que tu as peur. Pour le groupe, pour toi, pour moi. Que je garde mon sang-froid, c'est important pour le groupe, pour moi et pour toi, parce que pour quelque temps, nous sommes plusieurs à partager la même trace. C'est la priorité. Le partage d'émotions et d'aventures crée ce lien intime et fort, cette relation de confiance envers et contre tout. Le temps d'un vécu ensemble, le groupe fait cordée. Puis à la fin, émus, nous nous détachons les uns des autres par une embrassade pudique et profonde, et nous nous disons que nous nous aimons. Ce qui est vécu là-haut nous rend meilleurs et encore plus beaux. Et ouais, Nathalie, elle a écrit ce texte qu'au début j'ai refusé. Je trouvais qu'il était trop dur. Pas sympa pour toi, c'est ça? Et en fait, j'ai appris à l'accepter, ce texte, et en fait, je pense qu'il explique exactement ce que c'est la GTA. En fait, ce projet de GTA, il est pas picorant, il est pas léger, il est fort, il est dur, il est engagé. Surtout si on veut arriver au bout de ce qu'on s'est fixé. Et c'est vrai que moi je rentre dans un mode hyper intransigeant et je rassemble tout ce qui est possible pour que ça réussisse. Et je crois fortement que dans un projet qui est engagé, il faut qu'il y ait un leader qui n'hésite pas à trancher fortement, quoi. Et je pense que si la réussite de ce GTA, enfin si cette GTA a pu réussir et fonctionner, c'est parce que Mathieu et moi, on a pu rentrer dans ce mode ferme, engagé, et laisser par contre de la place à des moments où l'équipe pouvait s'exprimer. Et voilà, quand Nathalie a écrit ce texte, j'ai eu du mal à le comprendre, mais finalement il explique vraiment ce que c'est l'esprit de la GTA, quoi. On comprend aussi à travers ce texte que pour vous deux, c'était pas une sacrée responsabilité aussi. Eux, ils étaient là à se faire guider, mais vous étiez là pour bosser, quoi. Ouais, alors c'est vrai que bosser, il y a plein d'endroits où on aurait pu simplement renoncer, se dire voilà, la montagne, elle est pas obligatoire. C'est vrai qu'il y a des endroits où on aurait pu simplement renoncer, se dire on met plus de légèreté, on met moins d'engagement. Nous, on a fixé la barre de s'engager. Je pense à ces refuges non gardés, je pense à ces itinéraires qui sont pas ou jamais fréquentés, jamais faits en hiver. Et quand on s'inscrit là-dedans, il faut que les gens se resserrent entre eux. Et se resserrer, c'est avoir une cohésion entre nous. Et ce qui n'est pas forcément l'attitude dans nos vies, parce qu'on a chacun nos cheminements. C'est 10 à 12 personnes qui viennent avec nous. Ils ont chacun leur vie individuelle. Ils s'inscrivent individuellement dans le projet. Et tout notre rôle à Mathieu et vous, c'est de
de les forcer à se mettre en groupe et de fonctionner ensemble et tout. Et ça, c'était à la fois passionnant pour nous deux et à la fois contraignant pour eux. Et puis finalement, je pense que ça en a fait quelque chose qui a fait cette force et cette envie de chaque année. Quand je dis Loïc, il a envie de revenir l'année suivante, c'est pas une envie, c'est un besoin. Il a un besoin dans sa vie, quoi. Et c'est vrai que si un jour vous le rencontrez, il exprime fortement que la GTA, pour lui, c'est devenu, je dirais pas une drogue, parce que la drogue, c'est un mot qui est mal placé, mais le besoin, il en a besoin parce que ça lui sert tout au long de son année. Et quand tu expliques, donc vous partez en raid, un raid c'est combien de jours? C'est 9 jours. À chaque fois? Ouais. Donc vous avez fait combien de raids en tout? On en a fait 14. Sur 14 années. Sur 14 années. Un par an. Et il y avait combien de personnes dans le groupe? Le premier raid, il y avait 3 personnes avec moi. Et puis l'année suivante, il y en avait 12. Et puis il y a eu des années entre 9 et 12. Il y a eu des raids plus techniques. Et après, vous allez me dire, mais alors qui venait, comment ça se passait, c'était une loterie? Non, c'était pas une loterie. C'est vrai qu'il y avait un noyau qui était ancré chaque année. Après, il y a les événements de la vie qui a fait que certaines personnes ne sont pas venues. Je pense à des personnes qui ont eu des enfants. Mais voilà, donc qui ont fait d'autres choix ces années-là. Et puis, on a fixé comme rôle, en fait, c'est pas nous qui l'avons fixé, c'est le groupe qui l'a fixé. Se dire, s'il y en a des nouveaux qui viennent, il faut qu'ils soient cooptés par au moins 2 personnes du groupe. C'est pas une histoire de secte, de truc, c'est simplement qu'ils ont bien compris. Parce qu'on a eu des personnes qui sont venues, et qui sont venues en one shot, c'est-à-dire qu'ils sont venus une fois. Et puis des personnes qui ne sont pas du tout intégrées. Vous verrez, si vous lisez le livre, on les croque, ces gens-là, ils sont là, ils sont bien identifiés. Mais pas méchamment, hein, c'est simplement la vie de groupe était trop lourde pour ces personnes. Et donc, il n'y avait pas de sens à qu'elles reviennent, quoi. Et tout le monde a compris que c'était intéressant qu'on arrive à faire une équipe, et pour qu'une équipe vienne, il faut qu'elle soit cooptée par 2 autres personnes, quoi. Donc, ça fonctionne. Et du coup, vous avez un nouveau projet? Parce que 14 ans d'affilée qui s'arrête comme ça. Je t'invite à lire le livre. Tu découvriras la suite du projet. On va pas spoiler, alors. Non, c'est dur. Mais oui, des projets, on en a plein. En tout cas, tous les deux, la continuité est quelque chose qui nous qu'on trouve passionnant. Parce que avoir des gens qui viennent faire ci ou faire ça, moi j'ai souvent dit avoir ou être, c'est quelque chose qui est de mon appart dans la montagne. J'ai fait ça. Non, j'ai été avec telle ou telle personne, c'est quand même plus passionnant. Et c'est vrai que être, c'est créer de la continuité, c'est s'inscrire sur des années, et c'est cette notion de traverser des Alpes, traverser un massif, faire le tour d'un massif, ou ainsi de suite, des histoires, on peut en inventer plein. Donc oui, des projets, on en a plein, ouais. C'est un peu une façon de voyager pour toi quand même. C'est une façon de découvrir des paysages à vitesse d'homme. Et oui, et de voyager. C'est sûr que quand, là, à travers les prismes qu'on a regardés, c'est l'histoire, c'est voyager, traverser les Alpes, aller rencontrer ces vallées, ces villages perdus des Grisons, on a un vrai dépaysement, quoi. Alors c'est peut-être pas aussi fort que se retrouver dans des villages perdus d'Iran ou autre, quoi. Mais c'est un beau voyage, ouais. C'est un beau voyage. Oui, puis de faire découvrir au reste du monde. Ouais. Ça, c'est sympa. Et après t'as fait le tour du monde déjà, t'as été un peu partout en ski de rando. Les Alpes, c'est quand même... qu'est-ce que t'en penses? Tant qu'il y a de la neige, c'est moi, bien. je vais surtout pas dire que je vais opposer deux idées en disant l'un est bien, l'autre est mal. Je reste convaincu que c'est ce qu'on a envie de vivre qui est importante. Moi, il y a des choses qui m'aspirent à aller loin. J'ai toujours dit qu'un virage à droite ou un virage à gauche, qu'il soit dans les Aravis, à Chamonix ou au fin fond de la Terre, ça sera toujours un virage à droite ou un virage à gauche. Mais c'est le sens qu'on met derrière, c'est pourquoi on y va. Et le ski devient un prétexte. Traverser ces Alpes,
Ça se fait à VTT, ça se fait à pied, il y en a qui l'ont fait en parapente, c'est des belles histoires quoi. Et le ski devient un prétexte, même si l'activité en elle-même on adore skier, on adore les belles neiges, on souffre quand les neiges, comme l'année dernière, elles sont des crêtes de coq, elles sont dures, mais même souffrir c'est vivre, c'est intéressant. Après, pourquoi j'ai envie encore d'aller découvrir des regards lointains sur les skis, c'est parce qu'il y a des gens qui habitent dans des montagnes lointaines qui m'attirent à les rencontrer quoi. Voilà. Donc après, les Alpes, lointains, j'ai pas forcément. Mais il y a encore dans les Alpes, comme tu as trouvé par exemple en Iran, je ne sais plus dans quelle région, des villages en fait habités en hiver, mais avec des routes impraticables et des gens qui ne sortent pas de leur village. Il y a ça dans les Alpes encore ou... Ouais, il y a quelques fermes qui sont habitées, il y a quelques vieux qui habitent là-haut quoi. Dans les Grisons Papa. Oui, il y a plein d'endroits que vous découvrirez au fil du livre, de lieux qui sont assez improbables. Pas forcément des villages qui sont coupés du monde, hein. Je pense au petit village de Canal. Canal, c'est un village assez extraordinaire. Il a aussi une histoire fabuleuse, ce village. Hein. Avec ce torrent qui a débordé, qui a ravagé, qui a coupé le village en deux, et puis la légende qui raconte que la princesse du seigneur local qui est remontée, qui a rencontré le berger du village d'à côté, de la vallée derrière côté français, et puis qui sont redescendus et qu'ils ont balisé et qui ont créé, et toutes les pierres qu'ils ont ramenées à créer le pont de Canal, le fameux pont de Canal quoi. Mais ce petit village il est seulement extraordinaire, et il est encore accessible l'hiver en voiture quoi. Mais c'est vrai qu'il y a peu de gens qui y vont, surtout au cœur de l'hiver. Plus on avance dans le printemps, plus il y a des gens qui vont y aller. Voilà. Et des lieux comme ça, il y en a pas mal hein, tout au long des Alpes quoi. Est-ce que vous avez des questions? La musique, du coup, Vienne. Vienne. Ça m'intéresse. Alors Bah oui, alors. Vous connaissez? Non, bah, ça m'intéresse en plus cette idée c'est d'avoir sympa. mis comme objectif une soirée à Vienne. Oui. Bon, l'idée que j'aime pas l'eau, elle est réelle. Vraiment. Après, oui, j'aime pas l'eau. Bon, voilà. Vous savez pas nager ou J'ai appris à nager à 28 ans. Voilà, 28 ans, mais j'aime pas l'eau, hein, j'aime pas la douche, j'ai horreur de ça quoi. Non, c'est pas possible. Moi, ça. Non mais voilà, on va pas faire la soirée. Mais donc oui. Après c'est plutôt un clin d'œil. On quitte la Méditerranée et on remonte au cœur de l'Europe. Après pourquoi un opéra? Parce que Vienne, ça aurait pu être Salzbourg, hein, c'est sûr. La ville de Mozart, mais Vienne c'est le bout des Alpes, et puis c'est se retrouver sur au cœur de Vienne et aller pousser la porte de l'opéra, c'est quelque chose qui me motive. Donc c'était un opéra. Pied au ski. C'était un opéra. Je vous laisse lire, Il y a la Cortex, l'opéra chaussures de ski aux pieds. Vous pensiez à réserver vos places à l'avance. Hein. C'est couru. Vous aviez une question, madame? Quel est l'opéra que vous avez vu? Il faut lire le livre. Ma réponse. Faut lire le livre. Je suis dur, hein. Mais en fait. C'est un guide, hein. Elle a dit, Nathalie. Jean. J'avais une question concernant les moments où vous faisiez le raid chaque année. Ouais. Tu as parlé du mois de février, donc très tôt dans la saison. Ouais. On peut imaginer qu'on n'a pas nécessairement une météo assurée. S'il y a un épisode de neige qu'il y a 2 jours, on ne peut pas avancer. Et c'est trop dangereux. Comment vous avez... Et puis en général, on dit pour une traversée qui est assez longue, c'est quand même mieux au mois d'avril, voire au mois de mai. Enfin, donc un peu comment... Et Alors, j'ai entendu les appréciations dans votre métier. Comment vous avez pensé tout ça? En fait, c'est surtout quelle est la première contrainte qu'on veut résoudre en posant la date, et après, comment on adapte les autres contraintes pour que le raid soit faisable. Par exemple, si la première des contraintes, c'est de vivre une montagne sauvage et d'avoir
personnes ou très peu de personnes, inévitablement on va positionner une date où il y a peu de monde en montagne, quoi. Et après en découle la gestion du risque, la gestion liée à la neige, quoi. Après il y a quand même une donne qui bouleverse les choses ces dernières années, c'est que la règle dont tu parlais tout à l'heure, ce qui est de dire au printemps la neige est plus stable et moins perturbante, en ce moment, ces 10 dernières années, on s'aperçoit que tout est bouleversé. On a des grands anticyclones janvier-février, où il fait grand beau, neige très stable, voire trop dure. Et puis avril-mai, on se retrouve avec des grosses chutes de neige, des petits hivers et des risques d'avalanche importants, quoi. Donc face à cette réalité, avec Mathieu, on a décidé que la première des contraintes, c'est de le faire quand on le souhaitait, par rapport à la présence en montagne, et ainsi de suite. Voilà. Et donc en final, c'était plutôt plein hiver. Ouais, en gros, ça allait entre le 15 février et le 1er avril. Okay. Les plus tôt, c'était plutôt mi-février, et plus on montait sur des gros glaciers où on espérait, c'était pas forcément le risque d'avalanche, c'était surtout les glaciers qui étaient bouchés par la neige, les crevasses. Donc plus on décalait sur mars. Et vous avez travaillé avant ce raid, enfin, il y a combien de temps que vous êtes ensemble? Les 4, vous n'avez pas fait 4 ans? On n'est pas ensemble. On n'est pas mariés. on hésite. Ouais, Christelle avant moi, je suis arrivé trop tard. Votre relation s'est faite à partir de quand dans le travail? Vous avez travaillé avant le raid ensemble? Ah oui, non, ouais. Ça fait 15 ans qu'on... Enfin, ça fait même plus, ça fait 20 ans qu'on fait de la montagne ensemble, quoi. On habite dans le même village aussi, quoi. On s'est connus par l'intermédiaire d'un copain. Moi, j'étais pas encore guide. Après, je suis devenu guide, j'ai eu Jean en tant que prof, on se connaissait. Et puis après... Ouais. Ah, vous étiez prof à l'ENSA, vous êtes toujours? Je suis toujours prof à l'ENSA. Et puis après, voilà, l'affinité a fait que, ouais, on s'est mis à travailler ensemble, et puis à se dire, là, quand on travaille ensemble, ouais, on n'a pas besoin de beaucoup se parler, un regard, voilà, il y a une vraie confiance et une vraie envie d'être ensemble aussi. Et puis c'est vrai que sur les skis, ça se ressent, et je pense que sur les skis et ailleurs, et pour les clients, c'est super agréable aussi, parce qu'il n'y a pas de prise de tête entre nous. En général, on est alignés sur les décisions qu'on prend, qu'on les prenne ensemble ou que ce soit sur le terrain, et de se dire ok, et voilà, et là sur le terrain, un regard, on se dit ok, on y va, et là on est d'accord, quoi. Il y a très peu il n'y a jamais eu de tension. C'est important parce que dans le groupe, vous soyez d'accord. Voilà. Mais après, il y a une histoire, une amitié, et c'est pas que le boulot, quoi. Et ce qui se ressent aussi, je pense, pour les gens qu'on emmène, quoi. Je rebondis sur la question de madame par rapport à votre relation. Votre relation. J'aimerais savoir vraiment par rapport au noyau de cette traversée, comment le projet s'est monté. Est-ce que vous étiez directement tous les deux? Est-ce que c'est un client qui est venu vous voir? Est-ce que c'était directement 5, etc. Parce que ce que je trouve, ce qui me subjugue au-delà de l'exploit, de ce qui est plusieurs heures comme ça, plusieurs jours surtout, c'est le fait que voilà, aujourd'hui on voit beaucoup d'exploits par rapport à faire des temps records, etc. Et de monter un projet sur une aussi longue durée, je trouve ça incroyable. Yeah. Du coup, est-ce que vous avez directement réussi à échelonner? Est-ce que ça a été vraiment une année après l'autre que vous avez dit bon en fait ça prendra le temps que ça prendra Ouais, en fait le premier raid il n'était pas prévu sur on partait pas sur la Grande Traversée des Alpes, on partait pour traverser de Nice jusqu'au col de l'Arche. Okay. Voilà, ça s'est passé. L'année suivante, on repart de l'Arche pour aller jusqu'à Briançon, de nouveau avec 2 personnes sur les 3 qui étaient sur la première, et il fait mauvais, on est obligé d'annuler, on est obligé de partir sur un autre raid. Et là je me dis ça commence bien. Vienne s'est éloigné mais énormément, quoi. Et puis ces 2 autres personnes s'étaient réinscrits sur un deuxième raid au mois d'avril qui était Chamonix-Zermatt à l'italienne, versant italien, et là c'est catastrophique les conditions de neige, et on décide de partir sur l'étape 2 de la Grande Traversée des Alpes. Et là il y a Mathieu qui travaille avec moi, on a 10 personnes avec nous, et au fil de cette traversée, on en parle avec tout ce groupe,
Et on leur dit, ça vous dit pas qu'on tourne la boussole en direction de Vienne? Et les gens commencent à discuter entre eux. Ah oui, mais alors on passera côté italien, parce que là il y a des bons refuges, on verra très bien. Ah oui, mais quand on ira dans tel endroit, on pourra faire tel sommet, et ainsi de suite. Et là, il y a une mayonnaise qui commence à prendre entre les gens, et qui nous pousse à se dire, mais là, il faut qu'on commence à réfléchir à ça. L'histoire, elle est cocasse, parce que l'année suivante, on repart du col du Mont-Genèvre. Et le Mont-Genèvre, c'est quand même un lieu emblématique, parce qu'on est à la transition entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord. Au nord, c'est la Maurienne, la Vanoise, et puis bientôt ici, la Tarentaise, et on est ici. Et puis de l'autre côté, c'est le Mont-Genèvre, c'est les Mélèzes, c'est l'ambiance des Alpes du Sud. Et moi, là, avec Mathieu, on se dit, mais là, si on commence à basculer vers des Alpes du Nord, on est déjà à Vienne, quoi. Et là, ça, Vienne, non, il ne faut pas y aller trop vite, quoi. Donc on ne passe pas côté Maurienne, et on part sur une autre traversée, un truc qui n'a rien à voir avec la traversée des Alpes, qui est une continuité, et on part sur quelque chose qui est complètement absurde sur les cartes, mais qui a du sens dans la notion de dire on ne veut pas aller trop vite vers Vienne, quoi. Et le groupe qui vient avec nous, il ne se pose pas la question, il se dit de cette manière, on avance avec ces deux abrutis qui nous emmènent, quoi, voilà. Et c'est comme ça. Alors après, comment les gens arrivent à perdurer sur 14 ans? C'est vrai qu'il y a, par exemple, Jean-Emmanuel qui a écrit aussi un très beau texte qui nous parle de la musique à travers cette traversée des Alpes. Jim, lui, il a 69 ans. Et il y a déjà 3-4 ans, il me dit, Jean, j'aimerais bien qu'on aille jusqu'à Vienne. Et surtout que j'arrive jusqu'à Vienne, parce qu'il me dit, tes histoires de chemin de traverse, aller chercher tel truc, là, ça serait bien que ça s'abrège pour que je puisse vivre avec vous l'opéra, quoi. Donc, voilà, Ouais, tu aurais pu mettre encore plus de temps. Parce que du coup, le tracé, il a été fait vers justement la deuxième année, ou c'est d'une année sur l'autre? Ah non, c'est d'une année sur l'autre. Vous faisiez le nouveau tracé. Après, il y a des options, hein. C'est-à-dire que quand on se retrouve en Tarentaise, il y a l'option de venir jusqu'à Chamonix, et puis il y a l'option de se dire je reste côté italien. Et voilà, moi il y avait une importance, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'était d'essayer de fuir les endroits où il y a trop de monde. Donc pas que j'aime pas Chamonix, hein, la preuve c'est que j'y vis, mais je voulais vraiment cette montagne, me faufiler à travers les Alpes dans une montagne sauvage, quoi. Et voilà, donc on prend des options, on bascule sur Aoste, on remonte la Valpeline et ainsi de suite, on choisit des vallées qui sont comme ça. Et c'est chaque année qu'on se repositionne sur la carte à l'automne avec Mathieu pour se dire... Vous verrez dans ce livre, on a une personne qui s'appelle Maud Carpentier qui nous a fait des tracés de cartes qui sont des merveilles. Parce qu'à chaque fois, tu prends chaque raid et tu détailles quand même. Premier jour, deuxième jour, il y a une page où tu expliques. Ouais. En fait, chaque chapitre est un raid et à la fin de chaque chapitre, il y a une carte et puis il y a un jour par jour. L'idée, c'est pas de vous faire un topo comme il existe, hein, je pense au livre de Jean-René Minelli qui est extraordinaire sur la grande traversée des Alpes, mais c'est quand même celui qui veut faire un beau raid. Chaque raid en lui-même est une merveille. Et là, c'est un support qui permet de préparer un raid, quoi. Ouais. Ben, on va arrêter là parce qu'on est nombreux, il fait chaud dans cette salle. Je pense que tout le monde a envie de sortir. Mais s'il y en a qui veulent faire dédicacer le livre, merci, ouais. À Jean qui est là, et pourquoi pas Mathieu, Matt dans le livre. Et ben merci beaucoup pour votre attention.